objectifs du pacte vert et de l'ère du numérique et de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone en 2050, avec bien sûr au cœur de nos priorités le maintien de la compétitivité industrielle européenne. Donc, avant de vous donner la parole, permettez-moi de vous présenter brièvement les intervenants des 2 tables rondes de cet après-midi. Nous aurons une première table ronde qui sera consacrée aux acteurs qui vont vous présenter comment ils se mobilisent aujourd'hui pour mettre en œuvre les mesures du Green Deal, avec Xavier Roy, qui est directeur général de France Cluster, qui vous présentera la contribution des entreprises aujourd'hui. J'aurai le plaisir également de vous présenter les initiatives qui ont été déjà lancées par les régions à Bruxelles. Mathilde Louise, qui représente l'Interpol à Bruxelles, vous présentera justement cette Interpol Mobilité. Et nous terminerons cette première table ronde par des présentations de Jérôme Verny pour le pôle Novalogue et de Anne-Marie Pérez pour Cap Énergie. Nous entamerons une deuxième table ronde autour de 2 thématiques, l'électromobilité, sa place dans le Green Deal, et Thomas Rohr du pôle véhicule du futur vous fera cette présentation. Et nous terminerons par une présentation sur la mobilité connectée et autonome par Jean-Paul Mizy, qui est à la fois vice-président Europe du pôle de compétitivité CARA et qui est vice-président de l'université Gustave Eiffel. Avant de commencer, je voudrais juste rappeler qu'il est possible, parce que nous sommes nombreux aujourd'hui à être présents à cette réunion virtuelle, vous pouvez poser des questions par le chat, mais que malheureusement, vu l'agenda contraint, nous n'aurons pas la possibilité de répondre à toutes vos questions aujourd'hui, mais nous le ferons. Et en tout cas, nous ferons parvenir bien sûr aux acteurs vos questions et y répondront le plus rapidement possible. Et la deuxième chose, c'est que cette réunion est enregistrée et que vous recevrez le replay très rapidement. Ce sera un lien YouTube ou via les réseaux sociaux. Voilà, j'en ai terminé. Monsieur le député, je vous cède la parole. Merci à vous, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je viens dire quelques mots d'introduction sur cette belle rencontre que vous avez bien du mérite à organiser, parce que les conditions sanitaires font qu'effectivement, il faut trouver d'autres formes pour se réunir, pour faire avancer les thèmes qui nous sont chers. Alors, je me présente rapidement. Donc, je suis vice-coordinateur de la commission Industrie, Recherche, Énergie pour mon groupe Renew au Parlement européen. Et je suis rapporteur également pour Renew de la nouvelle stratégie industrielle européenne. Je travaille beaucoup évidemment avec la commission voisine qui est la commission des transports. Et donc, les thématiques d'énergie, d'industrie, de recherche sont vraiment au cœur de mon action au Parlement européen. Alors, dans ce cadre-là, peut-être vous touchez un mot rapidement du plan de relance européen tel qu'il a été présenté et aussi, j'allais dire surtout, de la nouvelle stratégie industrielle de l'Union européenne, qui est quand même quelque chose d'assez nouveau, qui avait été présenté début mars, juste avant la crise, et puis qui finalement a été revu dans le cadre d'un plan de relance pour réparer ce qu'on appelle les écosystèmes européens. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans les 10 minutes qui me sont imparties pour essayer d'être le plus direct et le plus complet possible. Tout d'abord, le plan de relance, peut-être. Le plan de relance, c'est 748 milliards d'euros, on n'est plus un milliard près, 748 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne à 2 niveaux. Un niveau de réparation des écosystèmes pour qu'ils retrouvent leur niveau d'avant, sans aucune conditionnalité, et un niveau d'investissement. Et dans cette partie investissement, il y a cette fois de la conditionnalité environnementale notamment, qui est quand même un thème majeur et essentiel de cette nouvelle mandature du Parlement européen, parce que je rappelle qu'on a un objectif qui est le Green Deal, le pacte vert, sur lequel les mobilités ont évidemment un rôle important à jouer. Et donc, tout ça, c'est en cohérence. Donc, le plan de relance européen tel qu'il a été présenté, qui sera fait d'une partie de subvention et d'une partie d'avance, en fait, eh bien, ce plan européen, c'est un plan de relance qui se veut vert, innovant, digital et résilient, c'est-à-dire autonomie stratégique de l'Europe pour permettre de se débrouiller, même dans le cadre de crise sanitaire mondiale. Alors, pour le plan de réparation qui n'est constitué que de subventions, le commissaire breton a établi 14 écosystèmes différents
que vous connaissez sans doute. Hein. J'ai un petit visuel ici qu'on pourra ensuite représenter ou que je pourrais vous envoyer si vous voulez. Donc, c'est un visuel qui permet bien de montrer, j'essaie de vous le mettre droit, mais j'ai un petit peu de mal, voilà, qui essaye de vous montrer les 14 Allô? Allô, je crois que nous avons un problème de connexion et que nous avons perdu Christophe Grudler. Alors, il semble qu'on ait un problème de connexion. Je pense qu'il va se reconnecter en veille, on va le net là. D'accord. Vous nous tenez au courant. Sinon, je chante. Il nous a parlé des 14, Xavier Roy qui parle, il nous a parlé des 14 écosystèmes. On a déjà diffusé, juste pour l'information, dans le réseau France Cluster, la liste de ces 14 écosystèmes. J'en profite pour dire aux participants, alors c'est une manière de meubler, mais j'en profite pour dire aux participants que, voilà, en plus, voilà, je mets ma trombine. Sur ces 14 écosystèmes, il y a une initiative européenne qui est prise par l'Alliance européenne de cluster avec le soutien de la DigiGrow. Ah bah voilà, très bien. Voilà. Il y a Christophe Griller qui nous rejoint, donc je redisparais. Je suis vraiment navré, hein, et ça va pas être évident pour vous, pour votre enregistrement. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va un petit peu s'adapter. Donc, j'en étais à la présentation des 14 écosystèmes tels que Thierry Breton les a définis. C'est 50% de la valeur ajoutée européenne. Et dans ces 14, vous en avez un plus spécifiquement qui vous intéresse, c'est celui sur la mobilité, hein, les mobilités. Et en fait, même si on n'a pas le droit de le dire pour l'instant, il y a une estimation qui a été faite d'un besoin de 64 milliards d'euros sur cet écosystème. Pourquoi on n'a pas le droit de le dire pour l'instant? Parce que la Commission européenne a décidé de ne pas dire combien il y avait par écosystème. Malheureusement, ça a fuité, comme ça arrive parfois, parce que le but, c'est d'aller vers les États membres. Ce sont les États membres qui vont donner leur priorité en termes de choix stratégiques. La Grèce va dire, moi c'est avant tout le tourisme, donc l'écosystème tourisme va être mis en avant pour la Grèce. La France va dire un peu de tourisme, un petit peu de santé pour faire ses hôpitaux notamment, mais va également dire de l'industrie, de la mobilité. Voilà, il y a sans doute une bonne partie des thématiques françaises dans une demi-douzaine, je pense, d'écosystèmes qui pourraient être retenus. Donc, ce qu'on sait en off, c'est que la Commission a estimé à 64 milliards les besoins pour la partie mobilité, qui concerne en fait l'automobile, la construction navale et ferroviaire, l'aéronautique et ailleurs. L'aéronautique, il y a un autre écosystème totalement dédié à l'aérospatiale et la défense, dans laquelle on pourra intégrer, par exemple, l'avion du futur, le fameux avion hydrogène, plus vraisemblablement, qui devrait être prêt à l'échelle de 2035. Donc, voilà comment ça va fonctionner, avec un calendrier très resserré, parce qu'en fait, notre souhait, c'est que les écosystèmes soient aidés très vite, rapidement. Et donc, les États membres, donc il faut évidemment une validation complète au niveau des instances européennes. Donc là, c'est la Commission. Il faut l'accord du Parlement, qui ne devrait pas être trop difficile, et puis l'accord du Conseil, qui des fois est un peu plus compliqué. Il y a toujours quelques pays qui ne veulent pas dépenser, et alors que la solidarité européenne devrait être notre base, en fait. Hein. Et donc, ça redescend très vite aux États membres, qui sont déjà en train de travailler. Ils font remonter leurs propositions à la Commission, et la Commission fait ses choix et dit, voilà, pour la France, il y aura tant pour tel écosystème, tant pour tel autre. Et puis, voilà, le but, c'est, j'ai oublié de vous dire que ce plan, il doit être aussi inclusif. Donc, il n'y aura pas de territoire laissé de côté, il n'y aura pas de population laissée de côté. Il y a aussi tout un aspect sur la formation, l'évolution des métiers. Et bon, je crois que c'est assez important parce que vous connaissez tous le chapitre S3 de la Commission qui a fonctionné jusqu'en 2020 et qui va être sans doute repris.
c'est vraiment d'identifier des territoires innovants. Alors, puisqu'on est dans la thématique des transports, notamment en matière de transport, et plutôt de flécher l'argent vers là où il y a des petites pépites régionales, où il y a des avancées, des clusters qui ont fait du travail, plutôt que d'avoir une aide uniforme à l'échelle d'un pays ou voire d'un continent. Donc, et qui amènerait finalement à se faire compétition. Donc, il vaut mieux tirer profit de nos savoir-faire et de nos compétences. Voilà, c'est un petit peu le but recherché par ce plan de relance. Et donc, tout ça doit se faire très vite parce que la réparation des écosystèmes, elle va déterminer ou non le flux de chômage qu'il y aura dans quelques mois. Donc, plus vite on pourra jeter de l'argent, plus vite il y aura des projets et plus vite on pourra repartir de l'avant. Alors, vous m'interrompez si jamais je suis très très long, mais donc sur la stratégie, la stratégie industrielle telle qu'on la développe en ITRE, bon, on a vraiment beaucoup de points dans notre rapport qui ont été relevés. Je vais peut-être simplement vous en citer quelques-uns qui nous paraissent essentiels. Évidemment, les objectifs climatiques et environnementaux, hein, qui nous mobilisent tous à tous les niveaux. L'économie circulaire, j'allais dire comme en France, c'est la France qui a montré la voie au niveau européen sur les questions liées à l'économie circulaire. Sur le système énergétique européen, effectivement, ce n'est pas une compétence de l'Europe directement, mais voilà, il y a quand même des objectifs climatiques qui sont là, mais chaque pays reste responsable de son mix énergétique. Il y a bien sûr un gros focus sur l'innovation, sur la recherche. C'est le programme Horizon que vous connaissez sans doute tous, qui va s'appeler maintenant Horizon Europe, et sur lequel il y a une demande très très forte d'augmenter les crédits. Pour l'instant, dans les projets de cadre financier pluriannuel, on est à 94 milliards d'euros, et le but, c'est de passer sans doute les 100 milliards. Parce qu'on sait que l'avenir de l'Union européenne, notamment en matière industrielle, c'est de bien pouvoir mettre le focus sur cette recherche, innovation, qui peut nous permettre de rattraper du retard d'un côté, mais qui peut aussi nous permettre d'être les premiers. Parce que le principe de l'innovation, c'est pas de suivre, mais c'est évidemment d'être leader. Alors, sur l'électromobilité, peut-être ma vision. Déjà, peut-être rappeler quand même que le rôle important que jouent les transports dans la décarbonation, on va dire, de notre économie. En France, on doit être à 38% de rejet de CO2 provenant des transports. Avec l'industrie, c'est quelque chose de très, très lourd. Et donc, il faut effectivement travailler là-dessus pour accélérer la décarbonisation des transports de manière cohérente. Il y a des mesures réglementaires qui peuvent être prises. Vous le savez, vous avez connu ça notamment avec les voitures ou d'autres, avec des réductions d'émissions de véhicules, voire des taxations plus avantageuses pour tel mode de transport ou tel autre. Mais aussi des investissements dans l'électromobilité, toujours pareil, en recherche, en innovation, dans les infrastructures. On va rechercher dans la majorité des cas une électrification directe. C'est quand même ce qui est privilégié, sans doute ce qui est plus efficace. Bon, ça peut dépendre, notamment sur les batteries. On sait également les problèmes liés à l'économie circulaire par rapport aux questions des batteries, même si en France, on a quelques pépites justement qui savent bien recycler les batteries de voitures. Mais voilà, l'Alliance européenne des batteries, c'est une très très bonne réponse pour trouver demain les batteries qui nous feront en autonomie stratégique privilégier peut-être l'ion et le sodium à la place de l'ion et du lithium qu'on va chercher à l'autre bout du monde. Donc, électrification directe, également travail sur la taille, le volume des véhicules, puisqu'il y a des vraies questions sur les transports lourds, comme les bateaux, comme les trains, comme les camions. Et là, ma vision, c'est que l'hydrogène a un rôle essentiel à jouer. On va annoncer le 8 juillet la stratégie de la Commission européenne par rapport à l'hydrogène. Je travaille sur ces questions là, depuis plusieurs mois. Et on va également annoncer le 8 juillet l'Alliance européenne de l'hydrogène, avec 11 premiers projets de territoire liés à ces questions d'hydrogène, qui peut être très varié, hein. Ça peut être du transport, mais ça peut être aussi du chauffage, ça peut être aussi plein d'autres choses. On a quand même la chance, dans le cadre de l'innovation française, d'avoir le premier train à hydrogène Alstom qui fonctionne déjà en Allemagne, trains pour voyageurs, hein, qui vont être suivis par des trains pour voyageurs dans plusieurs régions
de France. Mais Alstom est en train de travailler, par exemple, sur des locaux de fret à hydrogène, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus puissante qu'une loco de voyageurs. Et donc, d'un point de vue technique, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, c'est hydrogène, mais il y a également un travail sur de l'hybridation qui permettrait d'être hydrogène et électrique, par exemple, ce qui pourrait être quelque chose d'avantageux. Donc, ce travail est effectué là-dessus. Donc, il y a l'électromobilité partagée, j'allais dire, avec les bus électriques, les trams, mais aussi peut-être les petites électromobilités. Le vélo électrique est quelque chose qui est tendance, mais qui peut avoir beaucoup d'avenir. Et pour tous ces projets, on développe ce qu'on appelle des chaînes de valeur européennes complètes, parce qu'on pense que l'avenir de l'Union européenne, c'est bien de tout maîtriser, si possible, sur son sol. Si on veut faire des économies de dégagement de gaz carbonique, ce n'est pas pour aller chercher à l'autre bout du monde, avec beaucoup de pollution, des composantes qui nous manqueraient. Et donc, on préfère quand même des chaînes de valeur totalement intégrées au niveau de l'Union européenne. Voilà, donc il y a aussi des questions sur la mobilité autonome qui se posent. Il y a des tests qui se font actuellement de mobilité autonome pour les voitures. On fait ça près d'Amiens en France. Il y a d'autres projets qui sont portés là-dessus. L'autonomie pour les transports en commun, ça aura sans doute toute sa place. Également le pilotage par satellite. Je vous rappelle que les trains demain seront pilotés par satellite comme aujourd'hui les avions et déjà les bateaux avec EGNOS, qui est un de nos grands succès satellitaires européens. Et demain, en phase d'arrivée vers les gares, eh bien, on peut parfaitement piloter un train par EGNOS et Galileo qui permettront d'optimiser la consommation et donc de réduire un petit peu les gaz émis. Voilà, j'ai l'impression que j'ai déjà passé pas mal de 10 minutes, Françoise, donc je vais Absolument. peut-être rester à ce bilan et vous dire que voilà, je crois à fond au rôle des transports dans ces objectifs climatiques. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et donc je suis évidemment à votre disposition pour poursuivre la réflexion au-delà de ce débat. Il y a aussi des questions sur les gestions de données, qui est aussi quelque chose d'important, collectées par les opérateurs privés, comment travailler à partir de cela pour optimiser nos modes de déplacement. Voilà quelques-unes des pistes sur lesquelles nous travaillons au Parlement européen. Je serai très heureux de pouvoir entendre vos points de vue. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député, surtout pour ces annonces et toutes ces précisions. Nous allons effectivement rentrer un peu plus en détail sur les points que vous avez déjà évoqués, ces pistes de réflexion qui sont vraiment au cœur de nos priorités. Et je vais passer immédiatement la parole à Xavier Roy, qui est directeur général de France Cluster, qui va vous présenter la dynamique des pôles de compétitivité et leur contribution Green Deal. Xavier. Bonjour, merci Françoise, monsieur le député, merci d'être avec nous. Évidemment, on aura un très très grand plaisir, dès que les conditions nous le permettront, à vous organiser des visites réelles sur nos territoires et au sein des clusters, des pôles pour vous montrer les projets très concrets qu'ils sont amenés à organiser. Je vous entendais dans votre point introductif parler des clusters. Je me doute bien que c'est un outil que vous connaissez. Je me permets quand même juste ce petit point photographique sur la manière dont ça se passe en France. Alors, je reviens. Voilà, c'était sur ce slide-là. Rappeler effectivement qu'en France, depuis une vingtaine d'années, on a développé ces politiques, il y a eu des politiques publiques, notamment nationales, et puis très, très vite régionales également, qui ont développé ces clusters. Alors, sont été des politiques publiques qui ont porté des labels ou des noms différents. Celle qui, effectivement, à partir de 2005, celle des pôles de compétitivité, dont vous allez entendre un certain nombre de témoignages, a été la plus lisible, la plus visible. Mais voilà, c'est une petite vingtaine d'années de politique cluster. Vous avez une carte qui, alors que vous ne voyez pas très bien, mais qui vous montre que sur à peu près l'ensemble du territoire national, on recense ces quelques 400 clusters, pôles qui, sur le territoire, fédèrent entre 80 et bientôt 100 000 entreprises. Ça représente quand même un petit million d'emplois qui sont concernés par les dynamiques que porte cette communauté. C'est vraiment intéressant, vraiment important. Vous évoquiez les écosystèmes.
que Thierry Breton a identifié, son équipe au niveau de la commission. Dans nos clusters, on parle évidemment d'écosystèmes, c'est pas tout à fait les mêmes. Ces clusters, ces pôles sont des réseaux territoriaux qui animent des écosystèmes productifs, très souvent industriels, mais également de services, et qui présentent, avec leur ancrage territorial fort, cet avantage, que l'on considère comme étant un véritable avantage de coopération publique-privée, puisqu'ils fédèrent des acteurs économiques avec beaucoup d'entreprises, et notamment beaucoup de PME, dont certaines, de par les innovations qu'ils portent, ont des véritables occasions de devenir assez rapidement des ETI grâce aux projets qu'ils portent et l'appui qu'ils ont de leur cluster, de leur pôle. Ils fédèrent autour d'eux évidemment les acteurs académiques et puis les acteurs publics et notamment les territoires qui les accompagnent. Tout ça autour de projets innovants, innovation évidemment technologique et à travers la commission ITRE dans laquelle vous êtes actif, vous devez voir passer un certain nombre de leurs projets, mais aussi de la mutualisation sous toutes ses formes, évidemment sur des questions des problématiques de compétences, sur des questions aussi de commercialisation. Ce sont des écosystèmes qui évidemment sont très proches aussi du business de leurs entreprises. Tout ça dans un objectif très simple, hein, d'améliorer la compétitivité de leurs entreprises. La contribution de ces clusters aux enjeux du plan de relance européen et notamment du plan vert, elle se passe aussi, et je me permets de le citer à travers ce slide, à travers une initiative qui est très soutenue par la DG Grow, nous a permis de constituer une alliance européenne de clusters, dont 12 pays, et côté France Cluster, on est très heureux, très fiers d'en être un des membres fondateurs. Donc 12 pays font aujourd'hui partie de cette alliance européenne des clusters qui a vocation à accueillir évidemment d'autres pays européens. Un peu plus de 500 000 entreprises qui sont ciblées, 130 millions d'emplois. On compte de notre côté beaucoup sur ce vivier aussi pour porter ensemble les projets qui vont permettre, on l'espère en tout cas, vont nous permettre d'apporter la contribution à, ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire la construction de véritables chaînes de valeur européennes complètes. J'étais très sensible à ce que vous évoquiez quand vous parliez des grands objectifs que vous citiez. On se retrouve complètement derrière la contribution de ces clusters variés autour de, évidemment, la résilience des entreprises et les quelques semaines, mois là, de confinement, on a des équipes de management de clusters de pôles qui se sont beaucoup mobilisées pour accompagner les entreprises à comprendre, utiliser aussi les dispositifs publics qui ont été mis en place. Donc on est dans le soutien très immédiat, on est aussi dans la construction des grands projets structurants qui répondront, je crois, aux enjeux du Green Deal, avec des arrière-pensées d'économie circulaire, avec une arrière-pensée évidemment de transition numérique et d'économie numérique, de nouvelles énergies, enfin toute une série de sujets que vous avez bien sûr évoqués, avec cette notion, cette arrière-pensée aussi de resourcing, de reconstruction de chaînes d'approvisionnement moins risquées et pour lesquelles nos grands donneurs d'ordre demain, sur lesquels ils seront très heureux de pouvoir s'appuyer pour pallier à d'éventuels pandémies, problèmes climatiques, futures grèves empêcheront certains marchés de fonctionner. Donc on est vraiment dans cette arrière-pensée, à la fois très en amont sur des grands enjeux d'innovation pour construire le monde de demain et en même temps de pouvoir accompagner la réalité très concrète de nos écosystèmes. Et je fais la transition en repassant la parole à Françoise là, qui anime cette table ronde. Tous ces grands enjeux vont pouvoir vous être présentés par un certain nombre de témoignages qui vous ont été préparés par les intervenants de cette table ronde. Voilà. Merci pour cette écoute
et avec grand plaisir pour le compléter ces propos si besoin. Merci Xavier. Si vous, monsieur le député, vous n'avez pas de questions urgentes, je vais passer à la présentation des initiatives que mènent les régions françaises à Bruxelles. Non, je vais remonter. Voilà. Donc, les régions françaises sont toutes représentées à Bruxelles par un bureau. Nous avons organisé plusieurs groupes de travail. Il y en a un qui est dédié évidemment au transport, un autre à la recherche et innovation. Il nous arrive bien évidemment de faire des réunions conjointes, comme vous vous en doutez. Le groupe de travail transport traite de tous les modes de transport. Évidemment, notre mission première, c'est d'informer au mieux les régions et les acteurs de l'agenda européen, des décisions prises par la Commission, du Parlement, et bien sûr, nous travaillons en lien avec la représentation permanente de la France. Le groupe de travail recherche-innovation, bien entendu, a aujourd'hui un focus dédié à la préparation du programme Horizon Europe, comme vous vous en doutez, avec le suivi de l'élaboration des futurs partenariats européens et des missions, donc 49 pour les transports. On suit évidemment le pilier 3 aussi, qui est dédié au Conseil européen de l'innovation et de l'appel Green Deal qui sera lancé le 18 septembre prochain. Évidemment, on a suivi toutes les annonces du plan de relance et la stratégie industrielle que vous évoquiez précédemment. Nous sommes plus ou moins tous représentés au sein d'un réseau européen qui s'appelle ERIN, qui est dédié à la recherche et innovation, qui aide les acteurs régionaux et locaux à développer leur écosystème d'innovation et renforcer les capacités de recherche. Il y a à peu près aujourd'hui 120 régions européennes qui sont représentées au sein de ce réseau, qui regroupe aussi des pôles de compétitivité, des universités, des instituts de recherche. Et notre but, est, effectivement, c'est d'échanger, mais de construire aussi des positions, comme on a fait sur, par exemple, ce qu'on voulait dans l'agenda stratégique d'Horizon Europe, ou les partenariats transport, ou les missions, et notamment la mission ville, que vous devez connaître. Bien entendu, nous serons ravis de vous inviter à l'occasion d'une de nos réunions prochaines. La slide suivante, je voulais rapidement vous dire aussi que nous sommes très impliqués justement par rapport au S3 dans la plateforme de spécialisation intelligente pour la modernisation industrielle qu'a lancée la DG Gros, qui regroupe aujourd'hui une vingtaine de thématiques. Alors, il y a 3 partenariats aujourd'hui qui concernent la mobilité. Il y en a un sur l'hydrogène, il y en a un sur la mobilité sûre et durable et un autre sur les batteries. Les régions françaises sont très impliquées dans ces 3 partenariats, comme vous pouvez le voir sur le slide. Concernant l'hydrogène, il est dirigé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie, 38 régions européennes qui sont engagées dans ce partenariat avec l'idée d'avancer très vite sur l'hydrogène pour atteindre le zéro émission, avec 2 groupes de travail, un qui est dirigé par la région PACA Sud sur les cars longue distance, l'autre par la Bretagne en ce qui concerne les ports et les navires. Un partenariat qui est dédié sur la mobilité, qui est sur la mobilité durable, mais qui est dédié à l'arrivée de la mobilité connectée, autonome et coopérative, avec l'idée de renforcer la compétitivité industrielle européenne sur ce sujet, de faire venir les investissements sur nos territoires et de créer des partenariats stratégiques européens. Un qui concerne les batteries et qui évidemment est lié à l'Alliance Batterie, avec le but de créer ces batteries sur le territoire européen et de créer des projets sur le territoire européen. L'ensemble voilà, l'idée de ces partenariats, c'est de pouvoir travailler, de faire la construction avec tous les partenaires qui sont impliqués, le public, le privé, et de renforcer au sens noble du terme les partenariats public-privé, et en fait faire en sorte que tous les acteurs soient présents tout au long de la chaîne de valeur que vous évoquiez précédemment. J'ajouterais juste que je suis également vice-présidente d'AirTrack, qui est la plateforme technologique de la recherche sur le transport routier, et qu'à ce titre, j'ai pu participer directement à l'écriture des nouveaux partenariats européens de transport et d'y représenter non seulement la région Île-de-France, mais toutes les régions et les villes européennes.
Et c'est la première fois que l'ensemble des acteurs ont été représentés finalement dans l'écriture de ces partenariats, ce qui montre qu'on commence à renforcer ces partenariats public-privé et avoir conscience que la co-construction est un moyen d'arriver très très vite à développer toutes ces nouvelles mobilités décarbonées. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je vais immédiatement passer la parole à Mathilde Ruiz qui va vous présenter l'Interpol automobile et mobilité français. Merci. Merci Françoise. Merci beaucoup, monsieur le député, pour votre disponibilité et pour cet échange. Donc, je m'appelle Mathilde Ruiz et donc je suis la correspondante Interpol Mobilité Français à Bruxelles. Donc, pour ma part, je vais vous présenter donc cette Interpol. Donc, sur la slide suivante, vous pourrez voir donc une cartographie de notre répartition territoriale. Donc, nous sommes composés de 4 pôles de compétitivité mobilité sur route. À savoir donc CARA pour le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, ID4Car pour le territoire Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, Moveo pour les territoires Île-de-France et Normandie et le pôle véhicule du futur pour le territoire Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un ancrage territorial qui est fort avec une présence sur 8 régions françaises et nous avons toujours notre feuille de route nationale qui est indiquée par la plateforme automobile et mobilité française, la PFA. Donc, nous regroupons plus de 1400 membres qui sont des PME à 65%, des grands groupes, des collectivités locales, des universités, des centres de recherche. Et donc, nous les accompagnons dans leurs projets de recherche et de développement sur le territoire, mais aussi à l'international. Donc, on représente plus de 70% des emplois et du chiffre d'affaires de la mobilité française. Et nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc des constructeurs aux équipementiers en passant par les plateformes de test. Notre objectif en tant que pôle est de faire vraiment travailler ensemble tous les partenaires afin de parvenir à des projets pertinents et qui correspondent aux attentes et aux besoins vraiment de chaque territoire avec chaque singularité. Donc l'initiative de regroupement des 4 pôles, elle existe depuis 2017. Donc depuis cette date-là, c'est plus de 1500 projets qui ont été accompagnés au niveau régional et national. C'est 95 projets européens qui ont été financés par nos membres, enfin pour nos membres ou nos pôles. Et nous avons réalisé plus de 40 missions à l'international afin de permettre toujours de faire du lien, de rencontrer des partenaires de travail. Nous avons une véritable connaissance donc de cet écosystème français de la mobilité et donc on a à cœur de le promouvoir afin qu'il puisse trouver des débouchés, travailler de manière collaborative avec des acteurs au niveau européen et même international. Et donc, cette collaboration, si elle apparaît très importante au niveau national, elle apparaît encore plus évidente à l'échelle européenne. Et c'est pourquoi nous l'avons concrétisée par la création de l'entité French Mobility, qui est donc présente ici à Bruxelles. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la slide suivante, vous avez donc les actions de French Mobility qui se déclinent en plusieurs axes forts. Donc, nous sommes mobilisés au niveau national et européen en matière de recherche et développement, donc en faisant la promotion des startups, des PME sur le territoire, en organisant par exemple des sessions de pitch pour les startups et les PME. Comme indiqué, du coup, nous développons des missions aussi à l'international pour créer du lien, des synergies, propulser les membres pour qu'ils ne se cantonnent pas seulement à des projets territoriaux, mais à avoir des projets avec des partenaires européens et internationaux. On collabore aussi au sein d'un réseau européen commun, donc par l'interface de cette antenne à Bruxelles, avec une présence commune aux événements européens, aux rencontres avec des acteurs européens, que ce soit institutionnels ou dans des associations, et au décryptage des possibilités au niveau européen pour nos membres. Et donc, comme Françoise l'indiquait, on participe aussi à la construction des futurs partenariats publics-privés européens. Donc, nous, en particulier pour ToZero et CCM. Et en collaboration avec d'autres partenaires, on suit l'avancée d'autres PPP, comme celui sur les batteries ou sur l'hydrogène, qui sont vraiment très stratégiques pour nos membres. Et enfin, on a une participation commune
à des consultations européennes, comme ça a pu être le cas avec le Green Deal il y a quelques semaines. Et donc cette action au niveau européen, elle se décline aussi avec des axes thématiques prioritaires. Donc sur la slide suivante, vous pouvez voir ces 6 axes. Donc nous souhaitons travailler sur une filière électrique, donc des piles, des batteries, des moteurs électriques, avec cette idée de peut-être travailler plus à l'échelle européenne, comme vous l'indiquiez, sur les matières premières, sur l'industrie au niveau européen. Il y a ensuite la thématique de la mobilité hydrogène, bien sûr, qui est l'une de nos priorités en lien avec le plan national hydrogène. Ensuite, on a un travail très important sur le 3e point qui est fait sur le recyclage et l'analyse des cycles de vie. Et on porte vraiment une attention toute particulière pour les véhicules électriques afin d'offrir véritablement une solution durable pour les usagers et de prendre en compte le fait que le véhicule électrique a besoin d'une certaine utilisation pour vraiment être une alternative durable. Ensuite, concernant la mobilité douce et l'intermodalité, ce sont aussi des thématiques qui sont vraiment clés pour nos membres et en particulier des startups qui évoluent aussi au niveau européen. Ensuite, concernant la mobilité connectée, on a une très forte, un travail très important qui est fait sur ce point-là pour que les utilisateurs puissent avoir davantage de sécurité et que cette mobilité connectée réponde aussi à leurs besoins. Et enfin, dernier point, nous investissons beaucoup dans l'accompagnement des projets pour des véhicules de livraison, donc pour rendre le fret plus propre, avec des énergies comme le biogaz ou encore les biocarburants. Et donc, voilà, dans l'ensemble de nos membres, nous sommes très fiers d'avoir des startups qui sont prometteuses. Elles sont pour nous l'avenir un peu de cette mobilité propre, avec voilà, toujours des projets très innovants qui permettent de travailler sur la mobilité de proximité, sur la problématique de livraison des derniers kilomètres, la mobilité partagée. Et donc, c'est pour nous très important de les soutenir et d'avoir ces retours des collectivités locales pour s'assurer de l'implantation, d'avoir cet échange permanent avec les centres de recherche et les universités. Et donc, une petite question pour peut-être en discuter plus tard, mais de notre côté, un effort considérable de recherche et développement est fait par les PME, par les centres de recherche, les universités, vis-à-vis du coup de ces alternatives à la mobilité classique et qui est polluante. Donc, pour poursuivre l'innovation, le secteur a quand même besoin de s'appuyer sur des business models qui sont fiables et qui sont viables sur des perspectives et des débouchés concrètes. Donc, nous souhaitions vous demander si il était possible d'envisager un plan de déploiement large à l'échelle européenne qui pourrait inclure les infrastructures nécessaires justement à une large utilisation des usagers pour permettre de développer derrière un business model. Donc, je vous remercie pour votre attention et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter pour des retours d'expérience. Nos membres ont une très large expertise dans des domaines de compétences très précis qui pourront venir vous apporter une plus-value peut-être sur certaines thématiques. Donc, je laisse maintenant la parole à Anne-Marie Pérez pour la présentation de Cap Énergie. C'est la slide suivante. Merci. Merci Mathilde. Est-ce que Anne-Marie est en ligne? Oui. Oui, donc bonjour. Moi, je vais vous parler donc d'un pôle de compétitivité qui est dédié à l'énergie et qui travaille en association très forte avec les pôles de compétitivité que vient de présenter Mathilde. Donc nous sommes situés sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nous portons pour le compte de cette région un programme important depuis 5 ans sur les flexibilités dans le domaine de l'énergie. Et dans ce cadre-là, donc ce programme s'appelle FlexGrid, et dans ce cadre-là, nous travaillons sur le cas d'usage particulier de la smart mobilité. Donc aussi bien sous l'angle électrique classique que sous l'angle hydrogène. Et aussi bien sur la route que sur le maritime, compte tenu de la position géographique de la région.
Ce qui nous paraît très important avec le retour d'expérience que nous avons, au-delà de la question des business models que vient d'évoquer Mathilde, c'est aussi la question de l'information des parties prenantes et des donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, aussi bien dans des entreprises que dans par exemple des copropriétés pour ce qui concerne l'usage des véhicules électriques. Donc, au-delà de l'accompagnement des projets que nous faisons, comme cela a été indiqué, nous avons ressenti le besoin de créer deux actions fortes d'information, d'échange et de débat. Une première qui a été créée il y a 3 ans dans le cadre d'un colloque européen qui réunit l'ensemble des parties prenantes, aussi bien ceux de la mobilité que ceux de l'énergie, pour qu'il y ait ce dialogue avec des territoires pour partager l'information, partager la connaissance, partager les questions aussi qui se posent et faciliter le fait d'avancer ensemble. Et finalement, dans cette continuité de ce colloque européen, dont la 3e édition aura lieu le 13 et 14 octobre, et vous serez bien sûr invités avec grand plaisir, nous avons aussi ressenti le besoin de créer un club mobilité plus régional cette fois-ci, pour permettre aux acteurs qui avancent et qui sont des pionniers finalement sur ces questions-là, de pouvoir échanger ensemble et accélérer l'apprentissage et accélérer aussi le partage des bonnes pratiques, aussi bien là aussi entre les entreprises que les territoires. Et sur le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a un consortium qui s'est créé. Vraiment, l'idée importante que j'ai envie de faire passer cet après-midi, c'est cette idée que les écosystèmes, ils ont besoin de travailler ensemble, celui de l'énergie et celui de la mobilité, avec les territoires, pour faire émerger les solutions qui vont permettre le développement massif de cette mobilité douce, mobilité verte, comme on veut l'appeler, en tous les cas une mobilité bas carbone. Voilà, donc il y a un consortium avec des constructeurs automobiles, des opérateurs de bornes de recharge, le distributeur du réseau électrique français, qui travaille là aussi avec des cas très concrets, des expériences pour pouvoir anticiper et faciliter dans le futur le déploiement massif des bornes de recharge électrique, avec une connexion avec de la production d'énergie renouvelable, et puis des systèmes de pilotage pour pouvoir maximiser l'utilisation de cette énergie renouvelable pour recharger ces véhicules électriques. Alors, le pôle Cap Énergie ne travaille pas tout seul. Nous travaillons aussi dans une alliance, sur le slide suivant, avec les 4 autres pôles de l'énergie qui sont sur le territoire français. Et nous avons ressenti le besoin de nous allier aussi avec les pôles de compétitivité, bien sûr de la mobilité. Et en l'occurrence, c'est Moveo qui représente l'alliance de la mobilité dont on vient de parler. Et également les pôles du digital, puisque pour pouvoir développer toutes ces solutions d'utilisation de l'énergie renouvelable pour recharger les véhicules électriques, on a de plus en plus besoin de digital. Donc cette alliance, elle s'appelle la Smart Energy Alliance, et elle regroupe 11 pôles qui finalement couvrent à peu près tout le territoire national. Voilà, donc vraiment l'importance, je pense qu'il y a 2 messages, c'est l'importance de développer de l'information, ça vraiment l'ensemble des parties prenantes nous le disent, et puis de travailler ensemble en trans-écosystème en quelque sorte, parce que les solutions se développent à ces niveaux-là. Donc je parlais de la situation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc nous sommes sur la façade méditerranéenne avec un très grand port. Bien sûr, ces ports doivent décarboner leur mobilité, on y travaille, avec un focus spécifique également sur la logistique autour de ces ports.
Et donc là, je vais passer la parole au pôle Novalogue, qui est lui très spécialisé sur la logistique et avec qui nous travaillons également. Merci pour. Je prends le relais, donc Jérôme Verny, vice-président du pôle de compétitivité Novalogue. L'idée ici, c'est de vous expliquer rapidement ce que nous faisons. Donc c'est le slide suivant. Et en fait, le pôle de compétitivité Novalogue a pour objectif de mettre du lien en fait dans tout ce que l'on entend. En fait, quand on parle de mobilité, d'énergie, de territoire, d'industrie évidemment. Eh bien, notre travail, c'est d'essayer de développer des projets de recherche, de développement et d'innovation autour de cette logistique qui doit être vertueuse. Et donc, pour cela, on a 4 axes. La partie industrie est importante parce qu'on parle de logistique, mais aussi de supply chain. Et l'idée, c'est d'avoir une soutenabilité dans les chaînes de production. Aujourd'hui, on sait que la logistique participe à la mondialisation des échanges. Et aussi, de l'autre côté de la chaîne, la logistique est un élément essentiel pour faciliter la circulation des produits sur le premier et le dernier kilomètre. Et donc, c'est en faisant ce grand écart entre l'internationalisation des échanges et puis les circuits courts, les premiers derniers kilomètres, eh bien, nous devons développer et soutenir des startups, développer des projets avec les collègues d'autres pôles de compétitivité pour apporter des solutions performantes pour les entreprises aujourd'hui et demain. Un autre axe qui est important, c'est cette logistique autour des questions de l'intermodalité et de la multimodalité. Donc, on a mentionné sur le slide quelques résultats. C'est des exemples de projets, par exemple Fludis qui est une barge fluviale sur laquelle on fait de la préparation de colis, on prépare les tournées et ensuite on arrive en centre-ville et on a des véhicules électriques ou des vélos cargo qui sortent de la barge pour aller desservir les territoires environnants. Donc, ces modèles sont lourds à mettre en place. La logistique fait appel à quand même une partie infrastructure assez importante et qui convient de combiner avec le dernier point qui porte sur la logistique au sens serviciel, donc notamment la dématérialisation de la donnée, l'interopérabilité, la traçabilité. Si vous voulez, en fait, ce qui est important pour nous quand on est en logistique, c'est d'avoir accès à la donnée. Et cette donnée, elle est vraiment essentielle aujourd'hui pour améliorer et accompagner les politiques industrielles demain de l'Union européenne et de la France, mais également les politiques de transport. Sans une transparence, un accès facilité à la donnée, il sera toujours très compliqué de pouvoir optimiser ces politiques industrielles et ces politiques de transport. Et donc, s'il y avait un point que nous souhaiterions aborder avec vous, c'est bien ce sujet-là qui est un sujet sensible pour l'ensemble des chercheurs finalement, qu'on soit en sciences dures ou en sciences humaines et sociales, autour de ces questions. Voilà, le pôle de compétitivité Novalogue, c'est donc de la logistique pour participer à cette mobilité de demain et donc contribuer à la mise en place de ces 6 axes prioritaires qui ont été présentés en amont. Voilà, merci. Merci Jérôme. Voilà, c'est la fin de cette première table ronde, donc je vais redonner la parole à monsieur le député si vous avez des questions par rapport à toutes les interventions de cette première table ronde ou des explications. Alors, normalement, je rebranche mon micro. On vous entend. Vous m'entendez, vous me voyez? Bon, bah, écoutez, c'est parfait. Non, je vous ai écouté avec vraiment beaucoup d'attention et déjà à l'occasion de cette première table ronde, je me rends compte que c'est vraiment très très foisonnant et que j'ai bien fait de lire parce que j'apprends beaucoup de choses sur la structuration que vous avez en France qui me semble tout à fait pertinente et beaucoup plus avancée que dans d'autres pays. Non, mais je ne vais pas vous faire prendre trop de retard non plus dans le timing. Il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites. Évidemment, les écosystèmes doivent travailler entre eux. L'énergie renouvelable et mobilité ensemble, ça fait déjà 20% de l'enveloppe, hein, ça fait 164 milliards de mobilisation du fonds de relance, donc c'est vraiment pas rien. De toute façon, on l'a vu, c'est le réseau qui permet d'être plus fort. Donc seul, on n'est rien, mais ensemble, en réseau, en complément, en échange de données, d'expériences, d'informations,
eh bien, c'est comme ça qu'on peut vraiment avoir quelque chose de costaud. Et moi, je suis évidemment tout à fait partie prenante là-dedans et à votre disposition. Novalog, à la fin, a parlé d'un problème qui est effectivement sensible sur la question des données. Parce que je travaille aussi sur les questions du big data, des données aussi spatiales, encore une fois, puisque je suis aussi rapporteur du programme spatial européen et on a beaucoup de questions aussi sur le stockage des données, peut-être dans l'espace. Mais toujours est-il que, oui, anecdote en passant quand même, les data centers dégagent plus de CO2 que le trafic aérien et bientôt que le trafic routier. Hein. Donc, je crois qu'on va arriver à 8% de dégagement de CO2 pour les data centers, contre 7% pour les véhicules et je crois 3% pour le trafic aéronautique mondial. Petite parenthèse, mais simplement sur les questions de données, c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre les données collectées par les grands opérateurs privés, qui ont légitimement aussi le droit d'avoir accès à ces informations-là pour leur plan d'affaires, leur plan de développement, et d'un autre côté, que les acteurs publics aient aussi tous les éléments pour avoir un bon état sur la circulation, et qu'à partir de ces données publiques, eh bien, il y a aussi les startups qui puissent naître, il y a aussi des PME qui puissent se développer. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un système équilibré. J'allais dire, pour terminer sur le parallèle spatial, que nous, on a fait ça au niveau des données Galileo, Copernicus, puisque tous les jours, on pulse gratuitement pour toute la population européenne 13 terabits de données qui sont reprises par des startups, par des PME en Estonie, des petits pays qui ne s'intéressaient pas du tout aux questions spatiales, mais qui aujourd'hui, par cette mise à disposition de données, peuvent créer du business, de l'affaire et de la fluidité, et puis pour demain, des projets environnementaux de grande qualité. Voilà ce que je voulais vous dire simplement à l'instant, les quelques remarques que m'inspiraient vos présentations. Merci beaucoup pour ces premières réactions et pour ces encouragements. Nous allons passer à la deuxième table ronde avec des présentations sur des thématiques qui vous intéressent, je crois, sur la place de l'électromobilité dans le Green Deal. Et je vais passer la parole à Thomas Rohr du pôle véhicule du futur. Oui, bonjour, monsieur l'eurodéputé Christophe Caudler. Je vous prie d'abord d'excuser madame Ducruez-Bernard qui n'arrive pas à se connecter à ce webinaire avec une qualité suffisante et qui vient de me demander donc de faire cette intervention à sa place. Et encore une fois, elle vous demande de l'excuser. Donc, j'ai été très, très heureux de vous écouter pour vos propos introductifs parce que je vois qu'il y a une très grosse cohérence entre votre point de vue et le point de vue des 6 pôles qui sont autour de la table aujourd'hui pour vous présenter donc cette question de l'électromobilité. Je commence quand même à faire un encart sur l'automobile. Donc, la filière automobile française n'a pas attendu le Green Deal pour se manifester pour une mobilité bas carbone. Dans le contrat stratégique entre la PFA et l'État de 2018, déjà, certains objectifs ont été fixés, comme la multiplication par 5 des véhicules 100% électriques donc entre 2018 et 2022, avec un nombre suffisant de bornes par véhicule, un des freins vus aujourd'hui majeurs du déploiement et des ventes de véhicules électriques, mais aussi à côté des véhicules à batterie, l'émergence d'une filière française et européenne autour des batteries, qui sont quand même la question clé et peut-être le cœur de métier du véhicule électrique de demain. Et puis, à côté de cette mobilité à batterie, aussi faire émerger une mobilité à hydrogène. Et comme vous avez dit, nous, pareil, Pôle, soutenons cette idée pour notamment les véhicules lourds, pour les usages intensifs, etc. Mais on va y revenir plus tard. Donc, après aussi, la question de l'économie circulaire, si on regarde les batteries, un recyclage permettra de récupérer une grande partie des matières rares qui sont dedans et donc de baisser la dépendance des pays producteurs de ces matières-là, par exemple.
ensemble, il faut travailler pour avancer mieux. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'électromobilité, donc pour les pôles, c'est plus de 10 ans de soutien et plus de 10 ans de projets dans les deux domaines qui sont donc le véhicule ou la mobilité électrique à batterie et la mobilité électrique à pile à combustible ou à hydrogène. Donc, avec des usages qui sont un peu différents, donc le véhicule ou la mobilité électrique à batterie, plutôt les véhicules légers, des petites voitures, des vélos, des trottinettes, etc., et plutôt un usage urbain où la mobilité à pile à combustible ou à hydrogène permet un usage plus large, donc des distances plus longues à cause du rechargement plus rapide, des véhicules plus lourds, etc. Donc du coup, avec cette technologie-là, toute la panoplie de mobilité peut être possible. Et puis, la mobilité, c'est une vocation au moins européenne, sinon mondiale. Donc, du coup, des collaborations sont nécessaires et les pôles et les acteurs du pôle collaborent dans toute la panoplie de projets et d'outils européens. Ici, on voit les logos d'Horizon 2020, COSME, Interreg, etc. Mais il y en a plein d'autres qui sont donc ciblés par nos acteurs et par les pôles pour coopérer avec des acteurs, avec des pairs dans d'autres pays. Nous collaborons aussi très fortement sur la Cluster Collaboration Platform et dans des réseaux interclusters. Il y en a un, le European Automotive Cluster Network, qui est mentionné ici, mais il y a aussi des réseaux un peu moins importants avec moins d'acteurs qui se sont constitués au niveau européen pour travailler ces questions-là. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, comme j'ai dit, plus de 10 ans d'expérience autour des projets autour de l'électromobilité sur tout un tas de véhicules, des camionnettes, des voitures, des camions, des trains. Vous avez cité Alstom, des bicyclettes, mais aussi des petits véhicules électriques pour transporter des conteneurs dans les centres logistiques en haut à droite, par exemple. Donc, autour des véhicules et leurs usages, mais aussi autour des technologies type réservoir, type pile à combustible, les questions de recharge, les bornes, les stations de recharge en hydrogène, etc. Les services, la technologie, c'est bien, mais aujourd'hui, l'électromobilité doit s'insérer dans une mobilité intermodale et multimodale, et des services, l'accès à l'information est donc essentiel. L'accès à l'essentiel sur les bornes de recharge, par exemple, est essentiel aujourd'hui pour faire émerger cette filière-là. Nous réfléchissons aussi au sujet connexe de l'électromobilité, qui est la production d'énergie, donc soit de l'énergie pour les batteries, soit de l'hydrogène à partir d'énergie, et cela aussi le plus vert et le plus durable possible. En dessous, il y a aussi encore des réservoirs d'hydrogène, etc. Donc, du coup, pour certains acteurs du territoire français, des sujets très intéressants. Nous faisons aussi du conseil aux collectivités, sans image ici, mais pour les soutenir dans leur politique autour de l'électromobilité. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, quels sont pour nous les pôles, les facteurs clés pour démarrer l'électromobilité? Donc, nous pensons qu'il faut vraiment une stratégie européenne en matière de l'électromobilité avec un focus sur cette technologie sur les prochaines années pour concentrer aussi les fonds dans ces technologies-là. Nous avons besoin de produire et de recycler les technologies clés en Europe, donc ce qui est aujourd'hui le moteur dans un véhicule thermique. Demain, ce seront les batteries ou la pile à combustible, ça sera le moteur, ça sera la chaîne de traction électrique. Et il faut que nos entreprises de la filière auto soient des leaders et très performants dans ces domaines-là. Nous avons besoin aussi, donc, comme déjà évoqué, une production et une distribution d'énergie et d'hydrogène propre pour faire fonctionner tous ces véhicules-là. Donc, ça va de la production, mais aussi les réseaux pour transporter l'énergie à la destination, aux véhicules, par exemple. Et puis, il faudra aussi
faciliter l'usage. Aujourd'hui, un véhicule électrique, il faut le brancher sur une borne avec un câble quand il pleut, quand il est sale. Ce n'est pas toujours agréable et ça peut présenter une barrière pour certains de faire le step et pour s'acheter un véhicule électrique. Donc, du coup, réfléchir à de la recherche automatique, automatisée par induction, etc. Ça peut être une sortie pour cette problématique. Et puis, c'est ce qui est aussi important que toute l'innovation et tout le développement technologique, c'est le développement des compétences dans les garages, chez les constructeurs, dans les entreprises sous-traitantes. Il y aura demain d'autres compétences nécessaires qu'aujourd'hui. Et il faudra donc que tout le système d'éducation et de formation soit capable de former ou de reformer les employés de la filière et les futurs employés de cette filière. Donc, 3 éléments clés pour faire court, c'est la technologie et le développement d'un côté, avec une concentration sur l'électromobilité. C'est de l'autre côté la production et la distribution de l'énergie ou de l'hydrogène. Et le troisième pilier, c'est la formation pour préparer tout l'écosystème à demain. Prochaine slide. C'est donc maintenant la question et réponse. J'ai fait un peu plus court pour rattraper le retard. Donc, du coup, peut-être qu'on vous laissera d'abord réagir. Vous avez vu, c'est très proche de ce que vous avez dit en introduction. Et après, une question que moi, j'aurais, c'est comment nous, pour les compétitivités, nous, on peut vous soutenir encore mieux dans cette voie vers une mobilité bas carbone ou zéro émission. Merci beaucoup. Merci Thomas. Je vais immédiatement passer la parole à Jean-Paul Musi, qui n'est pas encore en ligne, à ce que je vois, pour une présentation sur la mobilité connectée et autonome. Jean-Paul, est-ce que tu nous entends? Et après, nous conclurons cette deuxième table ronde par un temps d'échange un peu plus long avec des questions-réponses. Jean-Paul? Vous m'entendez ou pas? Très bien. Oui, bonjour à tous, bonjour monsieur le député, bonjour à tous. Moi, je vais essayer de vous montrer un petit peu vous illustrer l'action des pôles sur ce sujet très important aussi autour de la mobilité connectée et autonome. Et cette mobilité connectée et autonome étant bien évidemment pour le transport de biens et le transport de personnes. Et donc, on va voir que cette mobilité, elle est vraiment celle qui est intégratrice d'un certain nombre d'éléments. On a vu sur les sujets d'électromobilité, sur des nouveaux services et sur les problématiques de la logistique. Et donc, ce que je vais essayer de vous illustrer, c'est en quoi les démarches que l'on met en place au sein des pôles répondent d'une certaine manière, et puis fait écho à ce que vous avez dit, monsieur le député, à la fois au Green Deal, au Pacte vert, et à la fois à des éléments du plan de relance, puisque l'idée véritablement de nos réflexions, qui nous guide dans nos réflexions, c'est véritablement de travailler à comment cette mobilité connectée et autonome va permettre d'atteindre une société post-carbone et économe en ressources, en donnant la priorité, bien évidemment, à des énergies alternatives, à l'économie circulaire et surtout à la maîtrise de la demande. Et donc, de voir comment, à partir de ça, on va pouvoir créer des territoires, des villes, des territoires inclusifs et partagés, parce que ce qu'on voit très bien, c'est que aujourd'hui, le succès ou l'échec de la transition vers ces sociétés post-carbone va passer fortement par les territoires urbains et périurbains, et donc il va falloir travailler sur ces sujets-là. Cette mobilité autonome et connectée n'est pas une mobilité de plus, elle doit s'interfacer et s'interconnecter avec l'ensemble des autres mobilités, c'est de voir comment elle vient en complément du système de mobilité existant ou en substitution.
notamment, je pense, pour tous les territoires peu denses. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et donc, c'est voir comment on crée ces articulations entre je dirais le transport public de masse et l'irrigation de chevelus pour pouvoir atteindre les objectifs d'atteinte sur certains territoires, de voir comment est-ce qu'on peut créer des complémentarités avec les modes actifs et comment est-ce qu'on peut aussi livrer d'une autre manière. Et donc c'est tous ces éléments-là qui vont nous permettre à véritablement inscrire cette mobilité dans les territoires. D'un autre côté, on sait très bien que cette mobilité, le secteur des transports est bien évidemment très conscient de ça, vous l'avez rappelé plusieurs fois, des enjeux et de l'effort nécessaires pour atteindre la neutralité climatique. Alors certes, le véhicule autonome va être souvent électrique, mais comme vous l'avez rappelé aussi, c'est qu'à partir du moment où on a un véhicule connecté, on a un certain nombre d'autres apports comme des batteries. Il faut qu'on soit vigilant sur à la fois les coûts en énergie et en ressources rares et de voir comment les solutions qu'on va amener sont véritablement dans cette approche un peu globale, systémique globale et donc de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur ces champs-là. Dans ce qui a été évoqué aussi par mon collègue du pôle PVF, c'est aussi de voir sur l'électromobilité, il y a la partie recharge, mais aussi on peut penser à la recharge en roulant à des vitesses relativement importantes. Donc là, il y a tous des champs qu'on peut ouvrir là-dessus et notamment sur de la recharge plus rapide. Et le dernier point pour pouvoir façonner cette mobilité urbaine, sûre, durable et résiliente, il va falloir forger des nouveaux services de mobilité sûrs et durables. Et pour ça, il va falloir bien travailler sur la problématique des usages et donc l'usage du transport et de voir comment est-ce qu'on peut répondre de manière fine et précise aux attentes des usagers. Alors après, ce qu'il faut aussi, c'est avoir cette mobilité sûre. Il va falloir aussi travailler sur le fait que cette mobilité connectée autonome ne va pas être sans quand même accidentalité, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, on n'arrivera pas au zéro accident. Par contre, il faut voir comment est-ce qu'on peut optimiser et d'anticiper éventuellement les autres formes d'accidentalité pour en minimiser les conséquences. Donc ça, c'est le premier point, c'est la réponse au pacte vert. Au niveau du marché unique et de la transition numérique, comme je l'ai évoqué, l'idée c'est bien de développer des technologies clés, donc pour encourager l'innovation compétitive, mais par contre en étant bien vigilant sur ne pas promouvoir des irréversibilités de long terme en termes de climat et en termes de gestion des ressources. Et donc, c'est pour ça qu'il faut à la fois travailler sur les domaines en émergence comme la science des données, comme l'intégration de l'intelligence artificielle, sur, comme vous l'avez dit, comment j'utilise au mieux les cartographies de haute définition ou les éléments satellitaires qui vont aider à mieux utiliser et à mieux adapter cette mobilité connectée autonome et donc de mieux interagir avec l'environnement et surtout ne pas oublier que finalement cette mobilité, elle va quand même pour un certain temps être mixte avec une mobilité classique et une mobilité connectée, et donc il faut voir aussi comment on travaille sur cette transition de mobilité, et donc on voit que tous ces éléments vont aider à guider la relance économique, et tout ça en mobilisant, et ça a été dit plusieurs fois, je pense qu'on ne peut pas travailler seul les pôles mobilité d'un côté, énergétique de l'autre, les digitaux dans une troisième part. Il faut véritablement mobiliser tout l'écosystème français
Et en mobilisant tout cet écosystème français, on va également renforcer la position européenne et donc nous positionner encore mieux dans le contexte mondial. Par contre, ce que je veux aussi souligner, c'est qu'il va falloir aussi prendre le numérique, mais voir aussi comment ce numérique est accessible à tous et donc permettant de pouvoir amener une transition plus juste et plus équitable et donc notamment de prendre en compte l'accès au numérique, mais aussi le facteur humain dans le développement de ce véhicule autonome et connecté. Diapositive suivante. Et donc sur ce point-là, je pense qu'on peut paraphraser un petit peu le plan de relance européen, c'est-à-dire que il nous appartient maintenant d'agir ensemble. Et ce que je voulais montrer par cette diapositive, c'est que déjà on a un certain nombre d'acteurs au niveau écosystème qui se sont mobilisés sur ce champ-là, que ce soit au niveau des équipementiers, au niveau des plateformes de test, au niveau des constructeurs, au niveau de la recherche. Bon, c'est juste une illustration, hein, donc, mais le but n'était pas exhaustif, d'être exhaustif, mais véritablement de vous montrer qu'il y a des germes et que ces germes-là doivent prospérer pour pouvoir être encore plus forts au niveau européen. Et aussi cette collaboration, elle se met aussi en place au travers des différents programmes, à la fois le programme France Véhicule Autonome, à la fois le partenariat public-privé autour de CCAM, et puis toutes les actions qui sont menées au sein des pôles de compétitivité. Vous en avez eu une illustration par mon collègue sur la partie électromobilité. Donc, diapositive suivante. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est notre avis au niveau des pôles de compétitivité, c'est que on est dans une situation où on peut définir notre avenir pour cette prochaine génération. Aujourd'hui, vous voyez bien que les véhicules autonomes et connectés vont avoir besoin de communiquer non seulement entre eux, mais également avec l'infrastructure, ce qu'il ne faut pas oublier. Et aujourd'hui, il faut que ces infrastructures soient au niveau adapté pour pouvoir développer ce type de mobilité. Et donc, il nous semble aussi que les offres de mobilité doivent intégrer une logique de gestion patrimoniale et d'intégrer toutes les notions d'analyse du cycle de vie de ces solutions. Parce que c'est important, il y a à la fois l'analyse du cycle de vie de l'électromobilité, il y a l'analyse du cycle de vie des véhicules, mais il y a aussi l'analyse du cycle de vie de toute la filière. Et je pense que ça, c'est important, et en intégrant aussi, quand je parle de filière, aussi la problématique des infrastructures. Aujourd'hui, ce que l'on constate véritablement, c'est que les appels d'offres au niveau européen sont sur les émergences des technologies, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un volet infrastructure qui est important, et tant que les projets vont subventionner les surcoûts des infrastructures, on va pouvoir expérimenter, mais après, une fois qu'il n'y aura plus de projet, il va falloir que les maîtres d'ouvrage puissent pouvoir continuer à développer et à entretenir les infrastructures qui vont bien. Je voulais vous faire juste une remarque. On a en France, dans le cadre du partenariat public-privé, identifié un institut qui s'appelle l'IDRIM, qui est l'Institut des routes, des rues, des infrastructures pour la mobilité. Je pense que c'est une particularité française et il peut jouer un rôle au niveau européen. Donc, je vous livre à votre réflexion ça. On pourrait éventuellement le prolonger si vous le souhaitez. Et donc, ce que je voulais dire pour terminer sur cette diapositive, c'est que, comme ça a été évoqué par mes collègues de Cap Énergie, de Novalog et de PVF, il faut qu'on puisse intégrer à la fois la mutualisation entre les pôles, la mutualisation entre le public et le privé, et l'intégration entre les échelles. On voit très bien entre l'Europe, entre le niveau national et entre le niveau local.
Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Par exemple, je vous donne un autre exemple qui était quelque chose qui a émergé du pôle de compétitivité CARA. C'est de développer une plateforme, elle a été mentionnée dans les slides, qui s'appelle Transpolis et qui est le fruit de la mutualisation des efforts de partenariat public et privé. Et donc, je pense que ça aussi, c'est des éléments importants. Donc aujourd'hui, l'écueil auquel il faut qu'on soit attentif, c'est que dans le contexte de crise, les acteurs auront tendance à diminuer l'effort de recherche et de développement. Ce que j'ai entendu de votre part, monsieur le député, c'est qu'au contraire, vous poussez pour pouvoir le consolider, voire l'amplifier. Et donc, il sera d'autant plus amplifié que si on mutualise nos efforts de recherche et développement. Et le dernier point, c'est que je pense qu'on apprendra beaucoup en faisant. Et donc, il faut qu'on puisse avoir un leadership au niveau expérimentation. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites au niveau français dans le cadre de la démarche French Mobility, dans le cadre des projets d'expérimentation du style ENA et SAM. Je pense que ça, il faudrait essayer de le promouvoir au niveau européen pour qu'on ait un cadre légal commun au niveau européen qui permettra ces expérimentations et qu'on puisse avoir un guide européen pour consolider et mutualiser tous nos retours d'expérience et qui serait en relation avec les objectifs stratégiques de l'Union européenne en matière de mobilité connectée et autonome. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous présenter sur la partie véhicules connectés autonomes. Et donc moi, ce que je voulais savoir comme question, c'est comment est-ce qu'on pourrait essayer de travailler à développer ce cadre légal commun ou ce travail de retour d'expérience européen sur toutes les initiatives qui sont en cours sur ces sujets-là. Voilà, merci de votre attention et je suis à vos dispositions pour répondre aux questions. Merci beaucoup Jean-Paul pour cette présentation et donc je vous donne la parole, monsieur le député, pour commentaires éventuels après ces deux présentations et des questions ou si vous avez déjà la réponse pour Jean-Paul Musi. Merci à vous tous. Je confirme la deuxième table ronde, confirme mes impressions de la première. On apprend beaucoup de choses. C'est effectivement très intéressant. Ce sont des thématiques sur lesquelles moi je travaille au quasi quotidien à Bruxelles et à Strasbourg. Et donc c'est vraiment important pour moi de connaître votre organisation. Bon, juste quelques remarques simplement. Donc sur la partie pôle véhicule du futur. Effectivement, l'intervenant a bien insisté, excusez-moi, je ne rappelle plus votre nom, je suis navré, a bien insisté sur la mutation et l'impact que ça peut avoir, donc le côté à la fois environnemental et inclusif. Voilà, ça joue énormément. On prend l'exemple sur le territoire de pôle véhicule du futur, c'est-à-dire le Grand Est et la région Bourgogne-Franche-Comté. Il y a notamment Peugeot, qui est à Sochaux, il y a Mulhouse. Et donc qui travaille sur les véhicules électriques, qui travaille sur l'hydrogène. Forestia, qui vient un petit peu là, cette fois-ci de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Michelin, qui vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a mis en place un partenariat avec Forestia pour développer les réservoirs à hydrogène, qui vont être produits à Grenoble et aussi un petit peu dans le pays de Montbéliard. C'est super, ça va être des véhicules qui vont être mieux, mais qui auront 5 à 6 fois moins de pièces sur les moteurs que les moteurs thermiques. Donc, en fait, on sait que ça aura un impact sur l'emploi qui sera très, très fort et qu'il y aura demain besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre pour sortir des voitures. Donc, en fait, la partie formation que vous avez évoquée, je trouve que c'est important. Trouver les nouveaux métiers pour accompagner la mutation. Comme il existe par ailleurs un fonds de transition juste au niveau européen pour accompagner les régions qui vont sortir du charbon, par exemple. Donc, tout l'accompagnement social, économique, diversification de ressources existe avec le fonds de transition juste. Et quelque part là, il y a besoin aussi de fonds de transition pour pouvoir accompagner les changements de ces économies. Donc le pôle véhicule du futur travaille
un forum européen de l'hydrogène auquel je suis très attaché, le forum européen de l'hydrogène qui devrait se dérouler à Belfort les 13 et 14 janvier 2021, et avec la région, évidemment, Bourgogne-Franche-Comté qui finance activement ce projet. Et voilà, je reste un intervenant des autorités locales, préfectorales et autres pour vous faire venir des intervenants de qualité à cet événement. Et donc, sur la deuxième partie, la question sur le cadre légal commun, comment ça passe par un fil rouge entre nous? Ça veut dire des échanges de mails, des échanges d'informations. Nous, on travaille sans arrêt sur toutes ces questions-là, je vais dire presque au quotidien. Et des fois, une information qui tombe, la recevoir par mail, ça permet de l'intégrer tout de suite. Ça permet aussi de vous poser des questions sur des cadres où j'aurais besoin de quelque chose. Je vous donne un petit exemple rapide, mais sur Horizon Europe, sur les clés de répartition entre les investissements privés et les investissements publics, il y a des fois des choses dans les différents partenariats publics-privés, il y a des fois des choses qui ont été mal taillées, mal vues, et qu'il faut revoir. Je prenais un exemple sur l'aéronautique, où l'aéronautique gagnant de l'argent. Le projet de Horizon Europe, c'était de changer les clés de répartition, et au lieu de faire un 50-50, on va dire, pour faire simple, hein, on voulait faire du 70-30, c'est-à-dire 70% de financement public et 30% d'argent, 70% de privé et 30% de financement public. Et finalement, à cause de la crise mondiale de l'aéronautique, des compagnies aériennes, on sait que le secteur n'est pas autant en forme qu'il l'était il y a un an encore, et donc on a réussi à modifier les critères. Et les futurs critères qui seront dans Horizon Europe, ça sera du 50-50. On reviendra à la situation ante, et donc il y aura plus de facilité, bien que l'ensemble des écosystèmes soient affectés par la crise, et forcément l'ensemble des sociétés privées, que ce soit des PME, des startups ou des grandes compagnies, n'ont pas forcément la réserve en cash disponible pour affronter l'avenir et pouvoir investir. Donc il y a quand même là une problématique que, évidemment, on a à cœur de traiter. Mais bon, je reviens quand même à cette idée pour le cadre légal commun. Échangeons régulièrement. Et puis, je rappelle que les textes législatifs s'amendent. Les projets de la Commission aussi, donc, puisque ça vient... Voilà. La Commission européenne, c'est une sorte de gouvernement. Nous, on est le Parlement. Et voilà. Puis à côté, vous avez les États. Donc, il y a un travail qui se fait important, des fois à la ligne près, au mot près, pour trouver les compromis qui permettent vraiment de développer l'Union européenne dans le cadre des différents projets prévus, notamment celui évidemment du Pacte vert. Merci beaucoup pour ces réponses. Puisqu'on est arrivé au temps d'échange libre, je vais juste me permettre d'ajouter quelque chose par rapport au cadre légal. C'est que ce cadre légal, il a quand même vocation à être construit dans le cadre de la plateforme SICAM, sur la mobilité connectée autonome et coopérative, et d'utiliser les résultats existants des projets. On espère qu'il prendra en compte effectivement tous les projets. Mais en tout cas, ce cadre légal est en train de se construire dans l'écriture de ce partenariat. Je vais passer la parole à Xavier avant de peut-être prendre quelques questions des autres intervenants. Il nous reste 5 minutes. Xavier, est-ce que tu es là? Je tente, voilà, merci. Je vais tenter la reconnaissance. Merci beaucoup à tous d'avoir présenté ces projets très riches. Merci, monsieur le député, pour votre écoute. On a bien compris de qualité à travers vos propos. Évidemment, là, je regarde un petit peu les notes que j'ai prises. Comptez sur nous pour vous faire remonter des idées, pour vous faire remonter des projets, pour interagir avec vous et inspirer peut-être le cadre législatif pour laquelle, collectivement, au niveau du Parlement, vous tenez la plume. C'est pour nous effectivement intéressant d'avoir ce lien direct, car les projets, vous avez pu le voir, sont à la fois nombreux et à la fois très concrets, très en phase avec les objectifs qui sont fixés. C'est tant mieux, évidemment. Vous évoquez cette nécessité de travailler ensemble. Je ne reviens pas sur la manière dont les uns et les autres ont pu l'illustrer, à la fois sur
au sein même d'une filière pour la structurer au niveau national, voire européen, à la fois dans l'interfilière pour être capable de répondre aux besoins des populations européennes, à la fois dans la coopération publique-privée et aussi, et j'ai trouvé que c'était vraiment très illustrant, en évoquant les différents échelons territoriaux du local à l'européen. Je trouve que là-dessus, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et l'arrière-pensée évidemment qu'il y a à travers ces témoignages, c'est aussi que vous puissiez bien avoir en tête que ces clusters, ces pôles sont des acteurs qui répondent à l'ensemble de ces différents enjeux. On a les outils d'animation de ces écosystèmes et de production de projets très innovants pour alors très innovants, pas que technologiquement parlant, aussi innovants parce que ils accompagnent les entreprises qui vont leur permettre de se réinventer maintenant pour se mettre sur la rampe de leur reconstruction pour ceux qui ont rencontré des périodes des trous d'air importants là pendant la crise, pendant cet exercice 2020. Donc le but du jeu, c'est de les accompagner maintenant. Vous l'avez entendu et pour le coup, vous l'avez dit, on en est ravis. On est sur des projets à fort impact territorial, fort impact environnemental et fort impact aussi sur la vie des gens qui composent le territoire européen. Pour nous, c'est important. Vous évoquez les propositions que vous faites sur les questions de financement et de répartition des clés. Alors, merci effectivement d'avoir pris le parti de cet équilibre budgétaire important. On a eu l'occasion de l'évoquer avec d'autres acteurs au niveau de la Commission européenne qui nous avait fait remonter sur certains programmes InnoSup les réflexions sur la modification de ces pourcentages. On était soucieux, pour ceux qui ont pu prendre la parole, d'évoquer l'idée très simple qui est de dire plus on est dans l'innovation amont, dans l'innovation technologique, sous-entendu, plus on est loin du marché immédiat, plus c'est difficile, à moins de s'adresser à des grands acteurs, mais en tout cas pour les PME, de contribuer financièrement. Plus on est proche de leur business immédiat et visible, et là, plus évidemment, c'est possible de les impliquer, de les solliciter financièrement. Je pense que c'est une règle très simple, mais qui vaut quand même largement dans les capacités de nos collectifs d'entreprises à s'impliquer dans leur contribution privée au financement de ces projets-là. Et puis, dernière chose, vous l'avez dit, alors c'est l'occasion, c'est une petite provocation personnelle, loin de là, mais on a évoqué les milliards qui accompagnent ce plan de relance. Nous, on se pose aussi des questions sur comment y accéder. Hein. Bien sûr, c'est pas vous qui allez répondre très immédiatement à cette question. Ça va passer par les programmes que vont accompagner la Commission, mais on constate, nous, qu'on a quand même pas mal de projets industriels, de PME innovantes qui ont la capacité de devenir des ETI, qui répondent à ces grands enjeux comme ceux qui vous sont présentés là, des cargos à voile, des avions électriques à faible consommation d'énergie, qui demandent des enveloppes d'accompagnement qui sont ni du capital risque, ni du capital développement, qui sont un peu dans cet entre-deux où ces acteurs, ces entrepreneurs ont pu la capacité financière de mettre ces projets-là sur la voie du marché et de leur commercialisation. Et là, il y a vraiment des réponses, sans doute nationales, européennes, à construire ensemble, parce qu'en gros, le constat qu'on fait dans certains cas, c'est que ça va malheureusement pas assez vite et qu'on a des projets qui s'échappent de notre territoire européen. On a besoin de le construire ensemble et votre écoute pour nous est très précieuse pour pouvoir là-dessus interagir et construire avec vous. Voilà, c'était juste un petit commentaire. Je vous laisse éventuellement, si vous le souhaitez, réagir là-dessus, ou sinon, Françoise, reprendre le relais. Alors, moi, je voudrais juste poser une question qui a été posée dans le chat à propos de l'Alliance Hydrogène et par rapport à sa date de lancement qui apparemment est prévue en novembre, pour savoir si vous pourriez nous donner un petit peu plus d'informations, pour savoir un petit peu quel en serait le contour.
Alors déjà pour la première remarque, déjà, je crois vraiment beaucoup au cluster, qu'on appelle aussi district industriel parfois en France, en français. Et je crois que vous jouez vraiment un rôle essentiel dans cette mise en réseau des partenaires et puis pour aider également les décideurs publics, aider les parlementaires à trouver la bonne, le bon chemin. Parce qu'on est d'abord des politiques avant d'être des techniques. Alors forcément, quand on s'intéresse un peu au sujet, on est un peu technique quand même, sans avoir la prétention de l'être de trop, parce que quand on est trop dans le détail après, c'est difficile d'avoir une vision globale. Mais voilà, vous jouez vraiment un rôle extrêmement important là-dedans, et ça correspond tout à fait d'ailleurs au caractère inclusif qu'on a retenu dans le plan de relance, à savoir quelque chose qui n'est pas uniforme à l'échelle de l'Union européenne, mais bien qui va s'identifier dans les territoires, dans les régions, au plus proche des gens. Parce que n'oubliez pas, effectivement, on aligne peut-être les milliards, et ça ne veut pas toujours dire grand-chose pour les gens, mais après, c'est le concret qui va pouvoir leur dire quelque chose, les projets, les emplois sauvés, les emplois développés. Là, tout le monde va comprendre très concrètement ce que c'est que ces différents milliards. Simplement, je voulais répondre quand même à la question rapidement sur comment accéder au fond du plan de relance. Bah déjà, le point de base, le point de départ, c'est de faire remonter à votre État membre. Et remonter l'État membre, ça va transiter par les régions, évidemment. Et je sais que vos clusters sont quand même très proches et très liés avec les régions françaises, mais pas que les régions. Il y a aussi les préfets qui vont être mobilisés à l'échelle des départements, par exemple, pour essayer de faire remonter des intercommunalités qui auraient des choses intéressantes à dire, des difficultés ponctuelles qui peuvent se rencontrer, pour tout faire remonter au ministère. Et c'est la France qui remontera à la Commission ses priorités à partir de ce constat-là. Et à partir de ces priorités, la Commission qui dira ce qu'elle retient et ce qu'elle ne retient pas. Donc, dans un premier temps, le plus important, c'est effectivement, si vous voulez marger au plan de relance, c'est vraiment de faire remonter vos besoins auprès des régions, auprès des préfectures. Évidemment, auprès des clusters que vous représentez. Donc, sur l'Alliance de l'hydrogène, alors, c'était prévu en novembre dernier, ça a été décalé, ça devait être en mars. Bon, il y a un planning qui a reculé, mais pour l'instant, les informations normalement fiables, c'est le 8 juillet. La Commission annonce à la fois sa stratégie pour l'hydrogène et lance à la fois en même temps l'Alliance européenne de l'hydrogène. Donc, il est encore possible que ça évolue, qu'il y ait des choses qui se remettent à la rentrée, parce que tout n'est pas prêt. Et donc, il y a eu déjà deux drafts, comme on appelle ça en langage bruxellois, qui ont passé sur la nouvelle stratégie hydrogène de la Commission. Il y a toujours les débats sur l'hydrogène vert, pas vert. Et donc, évidemment, c'est d'abord un Clean Hydrogen Programme. Donc, c'est d'abord pour l'hydrogène vert. Mais voilà, il est possible qu'une partie des financements soit quand même possible pour ce qu'on va appeler les énergies de transition, c'est-à-dire l'hydrogène gris, enfin, l'hydrogène fabriqué à partir peut-être de gaz naturel. C'est possible qu'il soit retenu dans le cadre de cette alliance de l'hydrogène dans une phase de transition. Et vous savez que les turbines à gaz, par exemple, peuvent devenir demain des turbines à hydrogène. Mais donc, dans un premier temps, le temps de faire un rétrofit sur l'ensemble du parc de turbines à gaz dans l'Union européenne, voilà, il pourra s'écouler un petit peu de temps. Mais donc, il y aura une partie sur de l'hydrogène gris qui devrait être dedans. Ce n'est pas ce qui va être poussé, parce que ce qui va devoir être poussé, c'est l'hydrogène vert. J'ai ici les 11 plans, les 11 plans de la Commission sur ce que pourrait être l'Alliance pour l'hydrogène, avec 3 projets français notamment, mais évidemment, ce sont comme toujours pour les alliances des projets internationaux. Ce n'est pas un pays qui peut, à lui tout seul, revendiquer une participation à l'Alliance européenne. Il faut être plusieurs pays ensemble pour mener des mêmes objectifs. Alors, dans les projets que j'ai là, mais bon, si ça vous intéresse, vous me le direz. Voilà, il y a des projets de transport, des projets de chauffage urbain, il y a un petit peu de tout, avec des régions volontaires qui se mettent un petit peu en réseau. Donc, voilà ce que je pourrais peut-être vous dire pour l'instant, c'est simplement pour vous mettre l'eau à la bouche. Le H2O à la bouche, si j'ose dire. Et donc, on en saura un petit peu plus bientôt. Mais si vous avez des questions très précises, je vous y répondrai par mail parce que je connais assez bien le sujet et les objectifs.
Merci beaucoup. Je pense que vous allez avoir beaucoup de questions, si j'en crois les questions du chat. Je pense que si vous avez un compte Twitter, vous allez avoir un certain nombre de followers dans l'heure. Eh ben, avec plaisir. Si on peut encore un petit peu abuser de votre temps, j'aurais deux petites questions. Une qui concerne la mobilité connectée autonome et coopérative, avec la question des zones rurales, les zones périurbaines qui sont souvent oubliées, puisqu'on parle souvent que des villes. Alors, je voudrais déjà dire que dans le cadre de du partenariat SICAB, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que d'une manière générale, les zones périurbaines et les zones rurales sont quand même souvent pas évoquées lorsqu'on parle de cette mobilité. Donc, est-ce qu'il serait possible au sein du Parlement en tout cas, de remettre ce point en exergue? Et une deuxième question que je vous pose dans la foulée, comment faire descendre rapidement le prix du mégawattheure pour qu'il devienne compétitif en allant de préférence plus vite que suivant la courbe d'expérience? Voilà, je vous livre tout ça. Ah, on vous entend plus. Alors, on vous entend plus. Alors, c'est peut-être parce que c'est l'heure de... non, logiquement, ça doit... Essayez de désactiver, de réactiver micro et caméra pour récupérer le son. J'ai réactivé que le son. Est-ce que Super. ça va mieux? Ça marche très bien. Alors, j'essaie la caméra, mais c'est peut-être les deux qui ne passent pas. C'est possible? Ouais, j'essaie la caméra. Vous m'entendez? Oui? Alors maintenant, c'est moi qui ne vous entends plus. Donc, Moi, j'ai coupé le son oui, pour vous laisser la parole. Ah, d'accord. Okay. Mais on vous voit et on vous entend très bien. Oui, alors, donc je suis entièrement d'accord avec vous. Les zones périurbaines, périrurales sont souvent un peu oubliées. Je vous rappelle quand même que, donc on va se bagarrer évidemment pour qu'il y ait cette représentation. Moi, je travaille beaucoup là-dessus parce que j'aime pas le côté uniforme des politiques européennes. Donc, j'aime bien quand ça va se mouler dans les vallées, dans les endroits un peu éloignés pour qu'on ait vraiment quelque chose qui corresponde aux attentes des citoyens. Mais je rappelle quand même qu'il y a aussi des fonds régionaux, les fonds structurels habituels que vous connaissez, FEDER, Leader et tout ce que vous voulez. Et donc ces fonds-là sont aujourd'hui cumulables avec d'autres aides comme Horizon Europe. Donc vous pouvez cumuler deux types de fonds et que des fois ça peut être utile pour trouver des financements sur des zones un petit peu oubliées. Il y a à la fois l'aide thématique, mais également l'aide structurelle régionale qui peut maintenant se cumuler. Bon, ça fait quelques années que c'est le cas, mais il y a 10 ans, c'était soit vous étiez sur du thématique européen, soit vous étiez en fonds structurel, mais vous ne pouvez pas être sur les deux. Donc là, il peut y avoir aussi cette possibilité de faire travailler ensemble ces deux fonds pour porter des projets. Mais évidemment, vous n'êtes pas oublié dans le scope européen. On pense également à des zones périurbaines. Pas d'inquiétude. Par contre, je n'ai pas entendu votre dernière question. Alors, c'était sur comment faire descendre rapidement le prix du mégawattheure pour qu'il devienne compétitif. Alors, oui. Alors, le problème, c'est que toutes ces énergies différentes ont effectivement un coût. Et voilà, quand on produit de l'hydrogène, je ne sais pas si on passe, vous avez déjà regardé les questions d'efficience également, si vous passez de l'éolien à du stockage hydrogène, puis qu'il faut le réinjecter dans le circuit, voilà, je crois que l'efficience, elle doit passer de 95% en direct à 35%, je crois, ou 30%. Donc, il y a beaucoup de pertes. Tous ces systèmes coûtent aujourd'hui très cher. Bon, pour moi, il faut du volume et puis il faut de l'innovation pour être capable aussi de produire moins cher. Voilà. Et pour le reste, il y a aussi des questions de réglementation nationale de prix que vous connaissez. L'Europe peut beaucoup de choses, mais pas forcément tout. Voilà, moi, je me bats pour une interconnexion complète au niveau de la distribution électrique dans toute l'Union européenne. Et je pense notamment qu'à un moment, si on arrivait à un système plus intégré au niveau européen, ça pourrait être aussi une chance pour faire baisser peut-être les prix, sans avoir non plus de chasse gardée, de trésor de guerre
dans un pays ou dans un autre. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait s'envisager. Avec ça, on pourrait baisser les coûts de production. Très bien. Merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà presque 45, donc je crois qu'il va être l'heure de nous quitter, malheureusement. Avant de passer la parole à France Cluster et Xavier pour une dernière conclusion, je voulais vous remercier pour en tout cas toutes vos interventions. On va bien évidemment vous écrire pour vous informer et on espère effectivement avoir des réunions en présentiel très bientôt, quand ce sera possible. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Xavier. Non, moi j'ai déjà réagi tout à l'heure. On va pas faire des conclusions sur des conclusions. Donc non, un très très grand merci à tous. Merci à tous ceux qui se sont inscrits, qui ont suivi ces travaux. Je redis en direct ce que j'ai pu dire dans le chat. La question a été posée notamment sur le premier webinaire. Évidemment, on transmettra aussi les supports PowerPoint à l'ensemble des participants, si évidemment tous les intervenants sont d'accord. Et puis, écoutez, on a eu aussi quelques demandes d'accompagnement sur d'autres initiatives de cette nature. On aura évidemment grand plaisir à y répondre. Je pense que c'est important qu'on puisse ensemble aller porter la voix de nos clusters. Et quand je dis ensemble, c'est pas seulement qu'en intercluster Interpol, c'est aussi avec l'appui de nos correspondants régionaux à Bruxelles, sans qui on aurait du mal effectivement à accrocher nos interlocuteurs. Donc un très très grand merci à tous, merci pour vos riches contributions et puis à très bientôt, j'espère, pour continuer ce tour de piste. Au revoir, à très bientôt. Merci. Au revoir.